Professeur Pius-Ondor, bonjour. Bonjour. Merci de l'honneur que vous nous faites de participer à ce troisième échange à la faveur de cette discussion autour d'un ouvrage en 3 volets que vous avez publié en 2009, qui est un massif sur la philosophie, qui est l'un des ouvrages les plus courus de la librairie L'Harmattan, et nous avons voulu échanger avec vous autour de cette importante publication. C'est Existence et valeurs. Existence et valeurs. Le premier volet porte sur l'urgence de la philosophie. Premier numéro qui est préfacé par le professeur Jean-Marc Gabaud. Nous avons Existence et valeurs de l'irrationnelle rationalité, préface de Menrad Ebga, et le troisième volet, Existence et valeurs 3, avenir pluriel. À la faveur de cette importante publication, professeur, vous abordez une pluralité de thématiques. On va en prendre quelques-unes pour essayer de faire le tour de cette importante publication. Pourquoi Existence et valeurs, professeur? Bon, je vous remercie de me recevoir une fois de plus. Je dois ajouter qu'il y a un 4e volume, Existence et valeurs, volume 4. C'est un développement humain, réflexion éthique et politique. Je crois qu'il est là. Oui. Donc, en fait, pour dire vrai, je fais subsumer l'ensemble des réflexions qui sont contenues dans cet ouvrage autour de la notion de valeur. Pourquoi cela? C'est parce que, d'abord, la détermination, disons, ontologique de l'être humain, c'est d'être une valeur qui confère de la valeur au reste. Donc c'est au sommet de tout, sauf évidemment si on croit en Dieu, au sommet de la réalité de la création, c'est l'homme. Et je pense d'ailleurs à l'anthropogenèse de Pierre Teilhard de Chardin. Il y a l'homme, c'est lui qui affecte de la valeur aux choses et à lui-même en se réalisant comme valeur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que, évidemment, il n'est pas question seulement de constater qu'on existe et de se poser la question d'où est-ce que je viens. Il n'est pas question seulement de dire où est-ce que je vais, puisque l'itinéraire est, disons, inéluctable, de l'émergence, c'est-à-dire de la naissance, à la mort. C'est un itinéraire inéluctable. Même si les développements actuels font penser à la non-mort ou à la mort de la mort, il n'est pas suffisant, après avoir essayé de cerner l'origine, après avoir essayé d'anticiper sur les fins, il n'est pas normal de ne pas s'interroger sur l'existé réel et les conditions dans lesquelles on pourrait mieux déployer ce que sont les hommes en tant que valeur dans leur vie personnelle déjà et dans la vie avec l'autre, avec les autres et des sociétés les unes avec les autres au sein de ce monde qui est le nôtre. Donc, je fais tourner l'ensemble des réflexions autour de ce diptyque existence et valeur. Mais ce n'est pas qu'il y a une disjonction, c'est dans l'existence qu'on réalise les valeurs. Et ces valeurs, je crois que c'est ce qui, c'est en fonction de quoi on norme le reste. S'il n'y a pas de principe normatif, il n'y a pas de vie possible. Il n'y a pas
de réalisation de ce que j'appelle le convive, c'est-à-dire le vivre ensemble commun. Il n'y a pas de possibilité. Donc, c'est la réflexion sur les valeurs qui est la première. Et elle s'appuie sur une métaphysique, c'est-à-dire une conception de l'homme. Et ça tombe bien, l'homme est lui-même cette valeur essentielle qui affecte de la valeur au reste. Professeur, est-ce que les valeurs sont situées? Est-ce que les valeurs sont propres à chaque société? Ou bien il y a une perspective universelle des valeurs? Les deux, je pourrais dire qu'il y a les deux. Je distingue entre les valeurs essentielles, liées à l'essence de l'être humain. Et je distingue les valeurs conjoncturelles qui, elles, se réalisent, se déploient dans le contexte ou émergent du contexte sans être toujours en coïncidence avec ce que j'appellerais les valeurs essentielles. Pouvez-vous nous donner quelques exemples de valeurs essentielles et de valeurs conjoncturelles? La valeur essentielle, l'être humain, qu'il ne faut en aucun cas, qui ne doit pas être soumis à un attentat quelconque de ce qu'il est en tant qu'être humain. Ça, c'est une valeur absolue. Elle dépasse, n'est-ce pas, toutes les autres valeurs. L'homme étant une valeur absolue, il n'y a aucune situation dans laquelle il faille le mettre et où il pourrait être en situation de non-valeur, de négation de la valeur. L'esclavage, la torture, la domination et autres sont à référer à la valeur essentielle qui est l'homme. C'est ça que j'ai d'ailleurs appelé quelque part l'ontologie de l'être-valeur. C'est-à-dire, si on ne refonde pas l'essentiel même de la réflexion philosophique sur cette ontologie-là, je crois que on va forcément faire justement cet attentat à l'essence de l'homme. Autre exemple de valeur, par exemple, conjoncturelle, l'instrumentalisme, la production pour le profit comme valeur normative essentielle. Il me semble que, alors que la production est faite pour la réalisation de l'existé authentique de l'homme, maintenant, je crois que l'homme lui-même étant instrumentalisé, il n'y a que la production n'obéit qu'à l'impératif de profit. Voilà une valeur conjoncturelle. Ça n'a pas toujours été cela. Même dans l'organisation de l'économie, ça n'a pas toujours été cela. Et même, on est en train de relutter contre cela. Et il n'y a qu'à revoir un peu, je vous avais montré, le tableau des indicateurs que je considère comme réalisant mieux ou pouvant mieux réaliser cette essence de l'homme-valeur. Et ils ne sont pas contradictoires totalement, mais ils sont impérativement normatifs. Et tout devrait pouvoir tourner autour. À quel niveau vous situez des valeurs comme le divin ou le sacré? Elles sont conjoncturelles ou elles sont absolues et essentielles? Mais le divin, je peux dire qu'il n'existe que pour l'homme. C'est l'homme qui, évidemment, a cette pression de référence au divin ou de non-référence au divin. Qu'est-ce que j'entends par là? J'entends par là que devant la difficulté qu'il y a à situer sa propre origine de l'homme, à situer l'origine du réel, et face aux apories devant lesquelles on se retrouve, il faut bien que le divin puisse peut-être émerger en tant que référentiel, de telle façon que celui qui veut s'accroche à ce divin pour expliquer le sens et de son être et de l'être en général. Ça veut donc dire que c'est une pression intérieure que vit l'homme. Et certains choisissent donc de vivre cette pression intérieure à travers la religion, à travers, n'est-ce pas,
la position de la transcendance pour donner sens et donc consistance à la réalité. Il y en a qui, peut-être, décident que, puisque cette transcendance-là, par exemple, on ne peut pas, comme je le disais quelque part, situer son ascendance. On ne peut pas. On ferait une régression à l'infini. On ne peut pas situer son ascendance. Mais il faut situer, lorsqu'on l'adopte, il faut pouvoir situer en ce moment-là le réel en rapport avec cette transcendance. Sinon, vous voyez les apories dans lesquelles on se retrouve aussi, même avec l'explication de type scientifique sur le Big Bang. Vous comprenez que qu'est-ce qu'il y avait avant? Qu'est-ce qu'il y aura après? Il y a d'autres qui parlent du Big Crunch après. Mais avant le Big Bang, qu'est-ce qu'il y avait? Bon, certains se disent, bon, autant, puisqu'il n'y aura peut-être pas de réponse absolue, autant mettre cette problématique-là en retrait et essayer tout simplement de s'organiser dans un monde où on est là, où on se retrouve, j'étais là. Un monde de lui-même, j'étais là, sans qu'on sache par qui, sans qu'on sache comment, sans qu'on sache pourquoi. Or, la pression du sens chez l'individu l'amène à exiger de trouver le sens. Pourquoi? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Et les valeurs d'amour, de fraternité, de solidarité qui sont par exemple proposées par la psychologie cognitive ou sociale, elles sont conjoncturelles ou universelles? L'amour par exemple. Mais l'amour, il me semble que on doit lui donner un statut d'universel, d'essentiel. Parce que l'homme étant cette valeur absolue, si l'existé humain se déploie dans, disons, la conflictualité, il n'y a pas de réalisation possible. Alors que dans le cas de l'amour, il me semble bien qu'il y ait non seulement valorisation de l'autre qu'on aime, mais aussi auto-valorisation de soi-même, de telle manière que cette double valorisation permet le convivre harmonieux que j'ai appelé dernièrement le vivre ensemble harmonieux, mais là c'est surtout dans le cadre de l'intersubjectivité. Mais c'est d'abord à partir de soi-même qu'il faut être harmonieux. Il faut être déjà harmonieux avec soi-même. Pour pouvoir l'être avec les autres. Pour pouvoir l'être avec les autres. Et c'est pour ça qu'il faut s'aimer déjà soi-même. Il faut conférer et la valeur absolue à soi et l'amour premier à soi, sans que cet amour premier soit à éteindre, soit là pour éteindre, n'est-ce pas, les autres, qui précisément, lorsqu'on leur confère aussi cet amour-là, le convive harmonieux se réalise, il me semble. Professeur, vous dites ceci à la page 95 du volume premier, l'urgence de la philosophie, que la philosophie est pour lieu de genèse le réel, l'existence concrète, la contemporanéité. Cela, nous le savons. Il n'est que de consulter très rapidement l'histoire de la philosophie, l'histoire des divers systèmes de philosophie pour s'en convaincre. En ce sens, on pourrait parler de la philosophie comme pensée du réel, comme saisie rationnelle du réel, comme appréhension de l'existé concret, l'existence humaine, lequel exister est histoire. Dans le dernier paragraphe, vous prenez une citation de Marcuse qui dit « Si le sens de l'activité philosophique est la révélation de la vérité, et si celle-ci a essentiellement un caractère essentiel, il faut dire non seulement que l'activité philosophique est un mode de l'existence humaine, mais aussi que la philosophie, de par son sens, est existence, est existentielle. De quelque façon qu'on délimite le champ de la philosophie, celle-ci s'occupe toujours dans la connaissance de la vérité de l'existence humaine.
cela témoigne de ce que vous avez placé, la question de l'existence humaine et la question axiologique au cœur de la réflexion des quatre tomes de cette importante réflexion. Professeur, qu'est-ce que philosopher aujourd'hui? Parce que quand on regarde bien l'articulation de ce texte premier, dans le liminaire, vous revenez sur le concept de philosopher au présent. Qu'est-ce que philosopher aujourd'hui? À quoi renvoie l'idée de philosopher aujourd'hui dans notre société? Est-ce que philosopher hier est différent de philosopher aujourd'hui? Bon, il peut y avoir entre le philosopher d'hier et le philosopher actuel peut-être des inflexions, des différences qui ne sont pas des différences essentielles. Parce que l'essentiel de la réflexion philosophique, c'est d'abord cette conscience qu'a l'individu de s'auto-conférer un sens et de conférer ce sens à l'existence humaine. Par conséquent, s'il n'y a pas d'existant humain, il n'y a pas de philosophie. Ensuite, la philosophie est donc existentielle parce que réfléchissant sur l'ensemble des volets de cette existence concrète de l'homme, les volets, c'est d'abord ce que je pourrais appeler la détermination de l'origine, la métaphysique. Les volets, c'est aussi cette réalité qui se retrouve devant nous, à laquelle il faut trouver sens, mais qu'il faut aussi transformer, connaître et transformer. Mais il y a aussi cet autre volet, le volet de savoir, est-ce qu'après tout ça, c'est le néant, c'est rien du tout, ou alors on peut se projeter sur quelque chose, mais c'est quoi cette autre chose vers laquelle on peut se projeter? La philosophie embrasse donc nécessairement ces volets-là. Le volet du sens de l'émergence, le volet du sens de l'action et de la connaissance que nous avons à avoir du réel, le sens de la projection vers un autre réel qui reste souvent pour le moment imaginaire, ou au moins imaginé. Cet autre réel est imaginé. De telle manière que tout cela donne sens. Parce que si je me projette et que je me dis, il y a forcément quelque chose. Parce que c'est paradoxal, c'est même ennuyeux de penser qu'après tout, il n'y aura rien. Mais s'il n'y a plus rien, pourquoi organiser le tout là en fonction du néant qui va se projeter? Et c'est pour ça que dernièrement, je disais non, je préfère moi me projeter sur quelque chose qui peut-être n'a pas d'existence physique, que je ne maîtrise peut-être pas. En fait, l'autre chose vers laquelle je me projette, c'est d'avoir moi-même. Je me projette moi-même, dépassant la limitation physique. Parce que la limitation physique, c'est la mort qui est là au rendez-vous. Mais je me dépasse en me transcendant, c'est-à-dire en pensant que finalement, ce n'est pas le néant, mais je reste dans le réel, dans la conscience des générations ultérieures. Et pourquoi pas, si je veux donc maintenant aller plus loin, pourquoi ne pas aussi me projeter dans un autre réel, une autre réalité, c'est-à-dire la réalité post, celle de la vie après. Et cette vie-là, elle est imaginée, configurée dans le cas des religions. Et il n'y a aucune raison pour moi de dire « Oh, je ne maîtrise pas, donc ça n'existe pas ». Non. Mais professeur, est-ce que la différence entre le philosopher hier et le philosopher aujourd'hui ne se situe pas au niveau de l'interpellation qui est faite aux philosophes de davantage philosopher, non pas sur le réel, mais sur la transformation du réel? Est-ce que le philosopher hier n'était pas très immatériel, très abstrait, et que la convocation du social aujourd'hui est que le philosophe pour la transformation du réel? C'est pour ça que les problématiques de la technoscience, du développement, de la transformation, de l'industrialisation
sont des questions qui sont davantage ou de plus en plus saisies par le philosophe aujourd'hui. Est-ce que le philosophé hier, le philosophé aujourd'hui, ne se situe pas justement dans ce passage-là d'une philosophie sur le réel à une philosophie de la transformation du réel? Je pense que même le philosophe d'hier, n'est-ce pas, prenait en charge, n'est-ce pas, le réel effectif. Il est vrai, moins pour le transformer pratiquement que pour essayer de lui affecter le sens. Il y avait donc une priorité, n'est-ce pas, ou une primauté, par exemple, axiologique, primauté de la métaphysique, primauté de l'origine. Bon, maintenant, nous sommes en face d'une réalité en mouvement. Et je crois que Marx avait déjà sonné un peu l'alarme en disant, bon, les philosophes jusqu'ici n'ont fait que interpréter le réel de multiples manières. Il s'agit de le transformer. Mais là où le philosophe ne peut pas manquer, c'est oui, d'accord, transformons. Mais transformons comment? Transformons d'abord quoi? L'individu lui-même, à condition qu'il ne se nie pas comme valeur ou qu'on ne le nie pas en tant qu'il est valeur. Transformons le réel, oui, mais c'est pourquoi cette transformation. Ce n'est pas pour aider l'individu à se réaliser de façon plénière. Il y a là l'inflexion sur la téléologie de la réflexion. Ce n'est pas qu'il ne faille pas réfléchir sur la technoscience, mais bien sûr, je crois que dans les ouvrages-là, vous avez pu vous rendre compte qu'il y a cet intérêt absolu de la transformation du réel, mais de la transformation éthique du réel. Ce n'est pas seulement on le transforme. Bon, bien sûr, on va à la Lune, on va aux étoiles, on fait tout. Mais si on crée les sciences, les technologies, mais si c'est pour tuer l'homme, que vaut la production, n'est-ce pas, des armes atomiques, des armes à fermentation, des bombes? C'est ça qui réalise l'homme. Et le philosophe ne doit-il pas s'inquiéter et sonner l'alarme? Encore que eux-mêmes, vous voyez que la production, je disais dernièrement qu'elle n'est pas neutre. Il ne faudrait pas qu'on dise, bon, devenir maître et possesseur de la nature, c'est neutre. Ce n'est pas neutre. On transforme la nature mais pour qui? C'est pour l'homme. Pas pour l'anéantir, mais pour le réaliser au mieux. Mais comment on peut le réaliser au mieux? Lorsque, précisément, on se spécialise dans l'industrie de la mort, l'industrie de la négation, qui est non seulement attentatoire au vécu réel, à la vie réelle, mais qui peut aussi être attentatoire à l'existence prolongée. C'est-à-dire que c'est l'éclatement, c'est la perte, c'est la catastrophe, c'est l'apocalypse. Et ce n'est pas seulement le philosophe qui le dit, mais c'est la conscience réelle qui se rend déjà compte que, mais à vrai dire, on est probablement au bord du gouffre. Hein? Lorsqu'on peut créer des virus, des armes bactériologiques, c'est vraiment la réalisation de l'homme. Je veux bien que l'intelligence puisse créer, mais c'est pour l'homme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conclusions de ces ouvrages-là qui se terminent par pour l'homme. Ce n'est que pour l'homme. C'est d'abord pour l'homme. C'est essentiellement pour l'homme. Mais l'homme essentiel. Et non pas l'homme, n'est-ce pas, conjoncturel, mu par un conatus de domination, mu par une volonté absolue, n'est-ce pas, d'anéantissement de tous et de tout, au risque de s'anéantir lui-même. Je crois que tout le problème est là. Et il y a une réflexion du philosophe qui ne répugne pas. Au contraire, il invite à la créativité scientifique, éthicisée.